DEC 2025. 100 soldats russes sont prisonniers dans un tunnel souterrain. Ils savent qu'ils vont mourir. 4 jours plus tôt, ces mêmes soldats ont mené l'une des opérations les plus audacieuses de la guerre en Ukraine. Ils se sont infiltrés par un conduit industriel abandonné, utilisant des brouettes modifiées et des trottinettes électriques. Ainsi, ils traverseraient sous les lignes ukrainiennes Bopiansk à Kupiansk. L'objectif était de surgir derrière les défenses ennemies et de capturer la ville par surprise. Au début, cela a fonctionné. De petits groupes ont réussi à pénétrer dans la zone industrielle. Mais ensuite, les Ukrainiens l'ont découvert. Alors que des renforts russes se trouvaient encore dans le tunnel, ils ont fait exploser 3 tonnes d'explosifs. Le tunnel s'est tout simplement effondré. La route d'approvisionnement a été coupée. Et maintenant, ces 100 soldats allaient piégés, encerclés, sans issue. Dans les jours suivants, des drones russes sont apparus au-dessus de la zone industrielle. Mais ils n'apportaient ni nourriture, ni munitions. Ils apportèrent des drapeaux russes, avec un ordre simple. Agitez ces drapeaux, filmez, montrez que vous contrôlez la ville. Propagande pure. Alors que des soldats mouraient, le Kremlin voulait juste donner l'image d'une victoire. Et ce n'est pas une histoire isolée. Poutine veut que le monde voie les drapeaux. Il veut que vous croyiez que la Russie domine, que l'Ukraine s'effondre. Mais derrière les drapeaux, il y a une armée russe qui se désintègre de l'intérieur. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment cela se passe. Commençons par les bases. Car ces derniers mois, Poutine et ses porte-paroles ont construit un récit très spécifique. L'histoire est simple. La Russie est massive, dominante, et sur le point de remporter la victoire. Et l'Ukraine, eh bien, elle s'effondre face à cette puissance. Poutine veut que le monde croie que l'Ukraine doit déclarer la paix, à n'importe quelle condition que la Russie proposera. La Russie va peut-être juste écraser le reste du pays. C'est un beau fantasme, mais cela n'a absolument rien à voir avec la réalité de la guerre. En décembre 2025, alors que des envoyés américains étaient à Moscou pour des pourparlers de paix, Poutine a annoncé la chute de plusieurs villes, Pokrovsk, Siversk et Kupiansk. Toutes seraient tombées ou sur le point de tomber. Le moment où cela s'est produit n'était pas une coïncidence. Ces déclarations ont été conçues pour créer un pouvoir de négociation lors des discussions, pour amener les négociateurs occidentaux à réfléchir davantage. S'ils contrôlent déjà tout cela, il vaudrait peut-être mieux négocier maintenant. Yuri Ushakov, porte-parole du Kremlin, l'a clairement indiqué. Il a dit « Les victoires de notre armée sur le champ de bataille aident les négociations ». En d'autres termes, Poutine utilise des victoires militaires, qui n'existent même pas comme des atouts sur la table. Mais voici le problème. Aucune de ces villes n'est tombée. Pokrovsk résiste toujours, Kupiansk tient toujours, Siversk reste sous contrôle ukrainien. Et ce n'est pas tout. Entre janvier et septembre 2025, la Russie a exagéré ses gains territoriaux, de plus de 1200 km². Ce n'est pas une erreur de calcul. C'est la taille d'une grande métropole. C'est un mensonge organisé. Le colonel Jan Umerk, commandant militaire de l'Estonie, a vu la supercherie en décembre. Il a dit que la propagande russe et la guerre de l'information visent à influencer l'Occident et les États-Unis. L'objectif est de créer un faux récit selon lequel le front ukrainien est au bord de l'effondrement. L'objectif de Poutine est de convaincre l'Occident, en particulier les États-Unis, qu'il n'y a aucune raison de continuer à soutenir l'Ukraine, que l'Occident a déjà essayé. L'Ukraine a échoué, et il vaut mieux maintenant accepter les pertes. Si le soutien continue, selon Poutine, l'Occident ne fera que perdre plus d'argent, car la Russie est pratiquement en train de gagner. Mais la vérité est exactement le contraire, car pendant que Poutine construit ce récit de domination totale, son armée est littéralement en train de s'effondrer, et les signes sont partout. Laisse-moi te montrer 3 exemples qui rendent cela parfaitement clair. Premièrement, les chemins de fer russes. Maintenant,
Tu dois comprendre une chose à propos de l'armée russe. Elle ne fonctionne pas comme les armées occidentales. Alors que les États-Unis et l'OTAN dépendent des camions et du transport routier, la Russie a toujours compté sur les chemins de fer. Ainsi, munitions, carburant et troupes se déplacent. Si le chemin de fer échoue, l'armée échoue. Et en 2025, le chemin de fer est en train d'échouer. La chemin de fer russe, compagnie ferroviaire nationale russe, a une dette de 4000 milliards de roubles, soit 51 milliards de dollars. Les bénéfices ont chuté de 96%. Les sanctions ont coupé l'accès à des pièces essentielles, en particulier des roulements de haute qualité, qui provenaient de Suède et des États-Unis. À présent, la Russie essaie d'utiliser des substituts chinois de moindre qualité ou prélève des pièces sur d'autres wagons pour réparer le résultat. 300 000 wagons sont immobilisés sur le réseau ferroviaire, soit 20% de la flotte. Ils ne peuvent tout simplement pas bouger à cause de problèmes mécaniques, du manque de locomotives ou des embouteillages causés par des trains en panne qui bloquent les voies. Cela impacte directement le front. Les trains de carburant retardent et bloquent les livraisons de munitions. En 2022, la Russie tirait 60 000 obus d'artillerie par jour. Aujourd'hui, ce nombre a chuté de façon drastique. La logistique ferroviaire, source de la domination russe par la puissance de feu, a disparu. Vous le voyez, à la rapidité avec laquelle les troupes russes se déplacent entre les secteurs. Elles ne bougent pas, elles sont coincées. Maintenant, si vous pensez que des chemins de fer endommagés sont un problème, attendez d'entendre le deuxième signe. Des ânes ? Oui, des ânes, à la fin de 2025. Des images ont commencé à circuler montrant des soldats russes utilisant des ânes, des chevaux et même des chameaux pour le transport sur la ligne de front. Nous ne parlons pas de terrains montagneux isolés, où cela aurait du sens. Nous parlons des plaines de Donetsk et de Zaporijia. Pourquoi ? Parce que les drones ukrainiens détruisent les véhicules russes si rapidement que les animaux sont devenus la seule option viable. Les camions légers, OUAZ et Oural sont tous des cibles faciles. Alors, les Russes attachent des brouilleurs de signal et des caisses de munitions sur le dos des ânes. Les Ukrainiens ont appelé l'un de ces animaux Ishak 3000, un âne portant un casque et des antennes radio, filmé par un drone alors qu'il se traînait dans la zone de combat. Un général russe, Viktor Sobolev, a défendu cela en disant que c'est normal. Mais ce n'est pas normal, c'est tout le contraire de normal. Une armée moderne qui dépend d'animaux de batte pour approvisionner son artillerie est une armée qui a perdu la guerre technologique. Et le troisième signe est le plus dévastateur de tous. Les soldats russes eux-mêmes disparaissent. Les services de renseignement ukrainiens ont signalé une augmentation massive des désertions dans le district militaire central. À lui seul, plus de 25 000 soldats ont abandonné leurs unités. Entre la fin de 2024 et le milieu de 2025, dans l'ensemble de l'armée russe, les désertions devraient dire dépasser 70 000 en 2025. 70 000. Ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des abandons massifs. Des soldats fuient et étouffent les hôpitaux, sautement des trains, des militaires abandonnent simplement leurs armes et disparaissent. Et la raison est claire. Les tactiques d'assaut de chair que Poutine ordonne, des vagues humaines envoyées contre des positions ukrainiennes fortifiées, sans rotation, sans repos, seulement la mort. Pour garder le contrôle, les commandants russes ont instauré un système de terreur. Des communications interceptées montrent des commandants menaçant d'exécuter les soldats qui battent en retraite. Des unités pénales, appelées Storm Z et Storm V, sont forcées de marcher sur des champs de mines pour repérer les mines. Ce type d'armée, fragile, peut défendre par peur mais manque de confiance et d'initiative pour des opérations coordonnées. C'est pourquoi la Russie continue de dépendre d'attaques frontales simples et brutales. Ce n'est pas un choix, c'est tout ce qu'il leur reste. Maintenant, vous pouvez penser, d'accord, la situation de la Russie est mauvaise, mais et s'ils parviennent à pousser juste un peu plus loin ? Et si Pokrovsk finit par tomber ? C'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que,
Même si la Russie parvient à prendre Pokrovsk, et ils essaient depuis 18 mois, ce qui vient après est infiniment pire pour eux. La ceinture forteresse de Donetsk, un immense réseau de défense militaire. Pokrovsk n'était pas une ville isolée, elle fait partie d'un vaste système de fortification que l'Ukraine a construit au fil des années. Ces défenses s'étendent sur des dizaines de kilomètres, positionnées sur un terrain surélevé. Ce sont de multiples couches de tranchées, de bunkers, de champs de mines et de zones contrôlées par des drones. En plus de Pokrovsk, il y a deux grandes villes, Sloviansk et Kramatorsk, toutes deux aussi fortifiées, voire plus, que Pokrovsk. Et entre elles, d'innombrables petites localités, chacune fortifiée, chacune défendue. La Russie a déjà perdu environ 100 000 soldats en essayant de prendre Pokrovsk. 100 000. Et cela c'était juste pour atteindre la première couche de la ceinture fortifiée. Les analystes militaires estiment que la Russie aurait besoin d'au moins 2 années supplémentaires et de centaines de milliers de vies en plus pour percer toute la ceinture. Et cela en supposant que la Russie puisse maintenir le rythme actuel des assauts, avec des chemins de fer détruits, des soldats qui désertent et des ânes remplaçant les véhicules. Elle ne le peut pas. L'Institut pour l'étude de la guerre a publié une évaluation en décembre 2025 qui le montre clairement. Pour attaquer Sloviansk et Kramatorsk, la Russie devrait envoyer tous ses soldats disponibles des régions ouest, sud et centrales. Elle ne pourrait pas se battre ailleurs en même temps. En d'autres termes, Poutine devrait réduire l'ampleur de la guerre, tout concentrer en un seul point. Mais il ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce que cela détruirait sa propre narration. L'Ukraine ne peut pas s'effondrer sur tous les fronts si c'est la Russie qui se concentre sur moins d'endroits. Donc, Poutine est coincé. Il ne peut pas concentrer ses forces sans admettre sa faiblesse. Mais il ne peut pas non plus continuer à étendre ses troupes sur 1250 km de front sans les briser complètement. Et cela nous amène à la question la plus importante de toutes. Pourquoi Poutine fait-il cela ? Pourquoi continuer cette farce ? Pourquoi mentir sur des victoires qui n'ont jamais eu lieu ? La réponse est simple, il est désespéré. Poutine a besoin de victoires pour les négociations de paix. Il doit forcer l'Ukraine à céder le Donbass avant que l'effondrement interne de l'armée russe ne devienne trop évident pour être caché. Il est engagé dans une course contre la montre. Ses exigences, comme l'annexion du Donbass et forcer l'Ukraine à détruire sa propre armée, sont un bluff. Son armée ne parvient pas à obtenir ce qu'il exige lors des négociations. Alors, il parie que l'Occident va se lasser, que les Européens et les Américains vont arrêter d'envoyer des armes. Que l'Ukraine, isolée, sera forcée d'accepter de mauvaises conditions. Mais l'Occident ne se lasse pas. En réalité, il se durcit. Des discussions sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine, y compris une protection militaire automatique similaire à celle offerte par l'OTAN, sont en cours. Une force européenne de maintien de la paix est envisagée. Vladimir Poutine joue au poker avec une main vide. Il espère que personne ne demandera à voir les cartes, mais tout le monde commence déjà à se douter du bluff. Ce récit d'un front ukrainien en train de s'effondrer commence à s'effriter. Et, bien que l'armée russe reste dangereuse par sa masse et son mépris de la vie humaine, elle est brisée de l'intérieur. Les preuves sont accablantes. Cette guerre, à la fin de 2025, n'est pas une histoire de domination russe. C'est l'histoire d'un empire sacrifiant son avenir pour maintenir l'illusion du présent. Dis-moi une chose, tu penses que Poutine va réussir à maintenir ce récit encore longtemps ? Laisse ton avis dans les commentaires. Et si tu as aimé ce contenu et que tu veux mieux comprendre ce qui se passe vraiment dans la guerre, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo. On se retrouve à la prochaine.